Bienvenue à tous. Mon nom est Tamarie Langlais. Je suis conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec et je serai votre animatrice pour la prochaine heure. Merci d'être présent en si grand nombre à ce deuxième webinaire sur les changements climatiques et la santé. Cette série de conférences est organisée par l'Institut national de santé publique du Québec et elle est financée dans le cadre du Plan pour une économie verte. L'audience qui est visée par ces webinaires comprend les acteurs de la santé publique, mais aussi d'autres parties prenantes qui sont en mesure de contribuer grandement à l'adaptation au changement climatique. La présentation d'aujourd'hui, par exemple, illustre différentes façons par lesquelles le secteur de l'environnement bâti peut contribuer à réduire les impacts négatifs des changements climatiques sur la santé, en particulier celle des populations vulnérables. La présentation sera d'une durée approximative de 30 à 35 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Par défaut, les caméras et les micros de tous les participants ont été fermés. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent dans le courant pendant la conférence ou après pendant la période de questions, je vous demanderai de les écrire dans la fenêtre de clavardage. Le webinaire aujourd'hui va être enregistré et il sera déposé sur la chaîne YouTube et le site web de l'INSPQ. Il vous sera donc possible de le visionner en différé et de le relayer aussi auprès de votre réseau de contacts. Donc, le lien pour accéder à cet enregistrement va vous être envoyé par courriel quelques jours après l'événement. Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos deux conférenciers, Jean-Philippe Simard et Michel Lade, qui vont nous présenter le projet Construire avec le climat, qui est une initiative de l'organisme Vivre en ville. Jean-Philippe Simard, il est urbaniste et il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, ainsi que d'une maîtrise en design urbain à l'École d'architecture de l'Université Laval. Au fil de son parcours académique et professionnel, Jean-Philippe s'est spécialisé dans l'aménagement transitoire d'espaces publics. Pendant 5 ans, il a su parfaire son expérience en gestion et en conception de projets urbains en tant que responsable principal du bureau de la Pépinière Espace collectif à Québec et aussi en tant que consultant à l'atelier Le Banc. Il a aussi agi à titre de conseiller en aménagement à la communauté métropolitaine de Québec ainsi qu'à la Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Toujours à la recherche de manière innovante pour aborder le projet urbain, il s'est joint à Vivre en ville, où il met en valeur ses domaines d'expertise que sont la participation citoyenne, la morphologie urbaine et la conception soutenable de milieux de vie. Michel Lade, pour sa part, elle a obtenu un baccalauréat en architecture au Mexique et une maîtrise en design urbain à l'Université Laval. Elle cumule une expérience de 3 ans sur des projets résidentiels et de logements sociaux de grande envergure au Mexique, qui l'ont amenée à s'intéresser aux enjeux de développement durable. Elle a ensuite acquis une expertise en recherche et en sensibilisation par son implication avec les projets du groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues, qui portait sur les déplacements actifs et les saines habitudes de vie des adolescents et des adolescentes. Elle s'est jointe à l'équipe de Vivre en ville en 2012, où elle participe entre autres aux recherches et à la conception de matériel visuel au sein des différents projets et publications. Elle contribue au mandat de conseil et d'accompagnement et s'intéresse particulièrement aux enjeux de consolidation et de requalification urbaine en tant que mesure de lutte et d'adaptation au changement climatique. Donc, Jean-Philippe et Michel, je vous cède la parole. Oui, merci Tamarie. Je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon. Parfait. Donc, bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre projet Construire avec le climat, lutte et adaptation au changement climatique en immobilier résidentiel au Québec. Donc, c'est un projet qui est financé, qui est supporté par le Fonds vert du gouvernement du Québec, dans le cadre duquel on a travaillé plus spécifiquement sur les questions de vulnérabilité des occupants des bâtiments et par le Fonds d'action pour le climat, d'environnement et changement climatique Canada, qui nous appuie surtout dans notre démarche d'accompagnement direct avec les développeurs immobiliers. Donc, vraiment, on a les deux volets là, qui nous permettaient de travailler sur la question. Donc, on le sait, en ce moment, au sortir d'un été qui était particulièrement chaud, là, le secteur immobilier
est un amplificateur des effets des changements climatiques locaux, que ce soit sur les îlots de chaleur urbains, sur l'imperméabilisation des sols et des inondations. Je fais juste un bref survol, là, donc l'érosion des ressources et la perte de biodiversité, mais aussi au niveau de la pollution de l'air avec, bien sûr, les différents, avec l'utilisation de l'automobile qui est souvent une problématique en ce sens-là. Donc, le but du projet, puis là, je suis allé assez rapidement parce qu'on veut rentrer vraiment là, dans le vif du sujet avec le peu de temps qu'on a, mais le but du projet de construire avec le climat, c'était vraiment de comprendre la réalité et les besoins des développeurs immobiliers qui sont impliqués dans la création de logements abordables pour personnes vulnérables, pour être en mesure par la suite de mieux les outiller et de les sensibiliser aux différentes mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique qui sont disponibles ou qui sont qu'on peut réalistement intégrer dans leur projet. Donc, vraiment, deux grands volets, là, essayer de mieux comprendre pour mieux outiller finalement. Donc, les objectifs du projet, trois grands objectifs. D'abord, on souhaitait absolument accompagner les développeurs immobiliers résidentiels dans une démarche de projet en amont. Donc, on était vraiment en amont de leur projet. Créer une communauté de pratique. Donc, c'est-à-dire qu'on voulait faire en sorte que nos développeurs immobiliers qui étaient intégrés dans le projet puissent se parler entre eux, mais aussi avoir accès à différentes expertises très spécifiques pour certaines mesures d'adaptation au changement climatique pour qu'ils puissent réseauter entre eux, mais aussi avoir de nouvelles connaissances. Puis, bien sûr, développer des outils pratiques d'aide à la décision pour qu'ils puissent être en mesure de mieux intégrer ces mesures-là dans leur projet de manière très spécifique et concrète. Donc, c'est les trois objectifs. Pour le projet Construire avec le climat, on a travaillé sur trois grands volets. Ça s'est développé en trois grands volets, souvent qui étaient interreliés, très interreliés. Donc, on a d'abord mis en place une étude de besoins. Donc, justement, pour bien comprendre la manière de fonctionner des développeurs immobiliers. Et ensuite, on a bien sûr mis en place des accompagnements spécifiques. Et à travers les accompagnements, mais aussi en parallèle, puis par la suite aussi, on a créé des outils pour mieux les accompagner puis mieux travailler avec eux. Puis, au niveau du contexte, là, je voulais juste rajouter un petit élément rapide. On le sait là, de plus en plus pour pouvoir faire en sorte que les mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique qui concernent les personnes vulnérables, bien souvent, ce sont les développeurs immobiliers, puis c'était vraiment la prémisse principale de notre projet. Ils sont au cœur. En fait, c'est eux qui sont encore plus au front pour faire en sorte que ces milieux de vie-là puissent être adaptés au changement climatique, mais aussi abordables. Donc, si on ne les intègre pas dans la réflexion, en fait, on oublie un pan très important qui est en train, en ce moment, de changer nos milieux de vie dans l'immédiat. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment là, intéressé à eux dans le projet Construire avec le climat. Donc, je reviens. L'étude de besoin, justement, a pour objectif je reviens en fait sur l'élément très spécifique de l'étude de besoin qu'on a fait comme le premier élément sur lequel on a travaillé. L'objectif, c'était vraiment de documenter l'état de connaissance de nos développeurs immobiliers sur les personnes qui sont vulnérables de manière plus générale, mais aussi les personnes qui sont vulnérables aux différents aléas des changements climatiques, et aussi sur les changements climatiques de manière beaucoup plus large ou tout simplement savoir s'il y avait certaines connaissances en ce sens-là. Les outils qui sont déjà disponibles pour ces développeurs-là, est-ce qu'il y a déjà des banques de données? Est-ce qu'il y a déjà des outils qu'ils utilisent pour la mise en place de leur projet? Et le positionnement des développeurs immobiliers concernant les personnes vulnérables, mais aussi les mesures de lutte au changement climatique et l'adaptation à leurs effets. Donc, ça, c'est pour vraiment le premier grand volet, donc l'étude de besoin. Pour y arriver, qu'est-ce qu'on a fait dans le projet? On a fait des entrevues semi-dirigées avec les développeurs et les experts. Donc, on a fait une grande série d'entrevues. On a élaboré un questionnaire
Et on a fait une recension des outils qui sont existants en ce moment, donc toutes les bases de données à la fois sur Internet, mais aussi à travers les entrevues, on a essayé de savoir ce que les développeurs utilisaient déjà. Et on a réalisé aussi des études de cas de projet qui étaient exemplaires. Deuxième grand volet de notre projet, ce sont bien sûr la réalisation d'accompagnement des 5 développeurs. Donc, on a choisi en fait 5 grands développeurs pour différentes raisons. On voulait avoir une diversité au niveau géographique, on voulait avoir une diversité au niveau des types de projets que ces développeurs-là mettaient en place. On voulait avoir à la fois des développeurs qui étaient privés et des développeurs qui étaient publics, c'est-à-dire qui sont soit dans des projets de coopératives ou des projets qui sont liés avec les OMH. Donc, on a 5 développeurs avec qui on a travaillé. Donc, l'Utile, dans un projet qui voulait être développé à Trois-Rivières, donc 101 logements étudiants locatifs abordables. Interloge avec 150 logements à Montréal. Le GRT Rive-Sud dans la municipalité de Mercier. Construction Gros Lot en Beauce avec 32 logements locatifs. Et le Biophilia aux gestions Rodier qui, eux développaient un projet de 250 logements à Saint-Hyacinthe. Donc, en gros, là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chacun des accompagnements pour pouvoir mieux vous montrer l'ampleur du travail qu'on a fait dans le projet, mais je voulais juste vous montrer de manière générale ce qu'on a mis en place pour chacun des accompagnements. D'abord, on travaillait pour leur montrer différents exemples inspirants sur les enjeux qui ont été soulevés pour chacun des projets spécifiques. On a fait une mise en relation avec des experts pour différents types de mesures, par exemple pour la gestion de l'eau, pour l'enveloppe du bâtiment, pour la mobilité aussi. Ensuite, l'encadrement du choix des professionnels aussi. Donc, ça, c'est un encadrement qu'on a fait qui était vraiment intéressant aussi. Là. Donc, souvent, nos développeurs n'ont pas nécessairement tous les outils pour pouvoir choisir les bons professionnels qui vont être capables de les aider dans leur démarche de développement d'un projet, que ce soit l'ingénierie, les architectes, ou d'autres types d'expertise qui sont nécessaires lorsqu'on veut intégrer des mesures d'adaptation ou de lutte au changement climatique qui sortent un petit peu là, de la construction qui est plus dite standard. Des formations adaptées aussi à certaines mesures, puis bien sûr des conseils vers l'acceptabilité sociale de leur projet aussi, qui est souvent un élément qui, même si on essaie de mettre en place un projet qui est très exemplaire, il faut quand même être capable de rallier à la fois les personnes qui vont vivre dans le projet, parce que on intègre des mesures ou des manières d'habiter qui sont différentes, mais aussi s'assurer qu'il y a une acceptabilité au niveau des voisins, là, donc des personnes qui vont vivre avec le projet qui est peut-être un petit peu plus différent finalement. Voilà. Donc, on va juste faire un survol rapide, ma collègue et moi, des différents accompagnements qu'on a fait avec le projet. Donc, d'abord, le projet Utile, comme je vous ai dit, c'est un projet qui s'implantait à en fait, qui est prévu pour qui est prévu pour s'implanter à Trois-Rivières. Donc, c'est 101 logements locatifs abordables. C'est un financement qui est fait par l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, il faut savoir la manière de fonctionner de l'Utile. Il développe du logement étudiant. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, parce qu'ils veulent développer du logement qui est le plus abordable possible, tout en gardant des qualités, tout en développant un projet de haute qualité. Donc, les différentes activités qu'on a mises en place avec l'Utile, donc, on a bien sûr mis en place des notes de recherche pour abaisser le ratio de stationnement automobile dans le projet. Donc, vraiment s'assurer qu'on puisse avoir une adéquation entre les ratios de stationnement avec la ville et faire en sorte que ça puisse vraiment
s'accorder avec les volontés de réduire le stationnement dans le projet de la part de l'utile. On a mis en place, on a fait un appel à la préparation d'un large sondage sur les habitudes de vie et surtout les habitudes de déplacement dans ce projet-là des différents étudiants et leur habitude de mobilité. Parce qu'à Trois-Rivières, bien sûr, on est dans un milieu où on se déplace beaucoup en voiture. Donc, là, si on veut changer la donne, comment faire en sorte, et puis si on veut réduire le stationnement, comment on peut faire en sorte que on puisse y arriver. Des solutions pour justement diminuer l'usage de la voiture, mise en relation justement avec des experts pour la phytoépuration des sols, des études d'opportunité pour mettre en place un bâtiment de carbone zéro et des commentaires sur les propositions architecturales et paysagères qui ont été mis en place. Donc, pour ce premier accompagnement-là, les principaux apprentissages qu'on avait, c'est que ça vient confirmer pour un développeur immobilier qui avait déjà certaines intentions, la pertinence d'intégrer certaines mesures de lutte d'adaptation au changement climatique. Ça a permis d'enrichir aussi le réseau professionnel de l'utile, c'est-à-dire que souvent, c'était déjà un développeur qui avait certaines bonnes intentions, mais pas tous les outils, puis pas nécessairement tout le réseau de professionnels pour mettre en place les mesures qu'ils voulaient intégrer dans leur projet, mais aussi créer un réseau local dans les différentes villes où ils s'implantent. Donc, et bien sûr, prendre conscience de l'importance du retour d'expérience des gestionnaires de bâtiments pour le choix de certaines mesures de conception. Là, ça, c'est peut-être plus spécifique, là, mais vraiment s'assurer qu'on soit capable de faire perdurer ces mesures-là à travers le temps. Deuxième accompagnement qu'on a mis en place, c'est avec Biophilia Gestion Redis. Donc là, c'est un projet spécifique de 250 logements locatifs qui vise des travailleurs immigrants mais aussi des familles. Donc, c'est vraiment un projet de mixité. Donc, on veut avoir c'est un projet privé, d'ailleurs, c'est un développeur privé qui veut s'attaquer à la question des travailleurs immigrants, donc en intégrant du logement social dans un projet mixte à Saint-Hyacinthe, au centre-ville, avec un financement de la STHL et des fonds propres de l'entreprise. Donc, dans cet accompagnement-là, on proposait des aménagements pour la gestion, en fait, pour s'assurer qu'on puisse avoir des lieux communs dans le bâtiment pour assurer des liens sociaux et que la mixité se fasse de manière intéressante parce qu'il y avait vraiment une volonté auprès de ce développeur-là de créer des liens entre les familles immigrantes et les travailleurs immigrants, puis les autres types de ménages qui s'inséreraient dans leur projet. On a fait du conseil pour les choix des architectes. Donc, vraiment, là, avec ce développeur-là, on a travaillé beaucoup en amont pour faire le choix de créer des grilles pour s'assurer qu'ils puissent bien intégrer les appels d'offres qu'ils allaient recevoir auprès des différents professionnels avec qui ils voulaient travailler. Donc, à la fois architectes, mais aussi ingénieurs. Donc, on a travaillé à une grille de critères pour qu'ils puissent vraiment bien s'entourer. Bien sûr, on a fait l'analyse des soumissions des architectes et aussi des ingénieurs pour s'assurer que pour que les critères qu'on a mis en amont soient bien respectés. Puis, on a fait des suggestions d'aménagement des espaces extérieurs. Donc, l'enjeu, beaucoup pour le projet à Saint-Hyacinthe, on n'a pas d'image parce que le projet n'est pas encore complètement ficelé ni rendu complètement public. Mais un des gros enjeux, parce qu'il s'intègre près de la rivière, c'était de faire une dalle qui allait pouvoir faire de la gestion de l'eau et qui allait pouvoir bien s'intégrer avec le paysage de la rivière. Donc, on a fait différentes suggestions d'aménagement en ce sens-là. Donc, les principaux apprentissages pour Biophilia, c'est justement, s'assurer qu'on a réussi à les appuyer beaucoup dans les discussions avec les différentes parties prenantes du projet. C'est un projet qui est assez complexe parce qu'il intègre beaucoup d'acteurs du milieu, à la fois pour intégrer les familles immigrantes, mais aussi les autres types de ménages, donc avec la ville, avec d'autres instances. On a pris en considération les thématiques qui sont
En fait, ça leur a permis d'intégrer des thématiques qui n'auraient peut-être jamais explorées au niveau de la gestion de l'eau, ce qui est vraiment intéressant. Mise en place de procédures pour le choix des professionnels, comme je viens de l'expliquer, puis des rencontres aussi avec d'autres experts et d'autres professionnels pour créer d'autres partenariats. Donc, d'ailleurs, on l'a vu là, entre nos différents développeurs, il y a même des partenariats qui sont en train de se mettre en place. Je te laisse la parole rapidement, Michel, pour les 3 autres accompagnements, puis je vais reprendre la parole. Oui, merci, merci Jean-Philippe. En fait, pour l'accompagnement avec Groslo, c'était un projet de 32 logements locatifs abordables et moyenne gamme. Donc, parmi ceux-là, il y en avait 8 unités qui avaient une vocation communautaire et puis qui, eux, ils voulaient vraiment aller chercher, en fait, accueillir des immigrants dans ces logements. Comme on disait, c'est un projet qui est à Saint-Georges-de-Beauce et pour lequel le financement, c'est en fonds propres de la compagnie. Oui. Parmi les activités qu'on a réalisées avec eux, en fait, c'est quand même un petit promoteur contrairement aux autres. Puis, en fait, c'est plus la relève qui arrive et qui décide un peu de pousser à faire des changements dans leur façon de travailler. Et donc, c'était pour eux, c'est comme c'est un promoteur qui avait toute la volonté de changer, mais ils ne savaient pas trop par où s'en aller ou comment faire des choses. Fait qu'avec eux, c'était beaucoup de la réalisation des ateliers. Donc, puis beaucoup pour documenter, pour montrer des exemples et de construire des argumentaires. Donc, dans les activités, c'est ça, il y avait l'atelier sur l'optimisation du stationnement du projet. Donc, afin de pouvoir réduire les nombres de cases de stationnement par rapport à ce que la ville demandait. Et aussi pour permettre, c'était un terrain quand même, c'est en plein milieu de centre-ville de Saint-Georges. Donc, c'était quand même un petit terrain. Donc, comment on pouvait faire pour justement optimiser le stationnement afin de pouvoir offrir des espaces extérieurs qui aideraient dans la fabrication du vivre ensemble au sein du projet. On a fait aussi un atelier sur les espaces partagés extérieurs, donc un peu en lien avec ça. Dans ces ateliers-là, on a pu aussi un peu présenter puis travailler tous les sujets de gestion de l'eau en surface, soit dans les espaces de stationnement qui restaient en surface aussi, là, de comment le travailler, mais aussi des espaces extérieurs qui pouvaient être aménagés et en même temps faire cette gestion de l'eau. On a fait aussi un atelier plus sur l'implantation et l'architecture, l'implantation des bâtiments et l'architecture bioclimatique. Dans les cas des gros lots, eux, il y avait déjà un architecte choisi. Puis cet architecte-là avait déjà réalisé un premier esquisse du projet. OK, puis fait que là, nous, on a pu explorer un peu, puis on a fait même une rencontre avec l'architecte pour justement parler avec eux de toutes les possibilités d'améliorer la volumétrie afin d'avoir une meilleure architecture bioclimatique, mais aussi comment profiter le plus possible avec l'implantation des gains solaires, de la ventilation naturelle, puis aussi la relation avec la rue et autres éléments. On a fait aussi, on les aidait un peu en faisant une guide pour les choix des matériaux. Donc, on a fait une liste, par exemple, de tous les fournisseurs des différents matériaux qui se trouvaient dans leur région, en Beauce, afin un peu de réduire justement un côté transport de tous les matériaux et pas aller chercher le plus possible tous ces matériaux qui soient plus des matériaux locaux. Et finalement, on a fait un plan d'aménagement, donc cours partagé, que c'était dans notre projet c'était un projet qui était un peu plus avancé, sur lequel il travaillait déjà, que c'était pour personnes âgées. Et puis,
ce projet-là, il y avait comme un côté de vie sociale qu'ils voulaient vraiment amener. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait les aider, puis on a fait un plan d'aménagement dans lequel aussi on a travaillé pour mettre des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Oui, la suivante. Donc, quels étaient les principaux apprentissages et atouts de cet accompagnement? D'un, d'avoir l'importance d'un apport théorique sur plusieurs sujets. Donc, pour eux, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils avaient entendues, mais donc approfondir vraiment, expliquer tout ça. Puis, à côté de ça, créer des argumentaires qui pouvaient les aider justement dans le dialogue avec les municipalités ou aussi même pour convaincre les autres associés de pourquoi aller vers ça dans le changement des façons de travailler. Et aussi, à travers on a utilisé beaucoup d'exemples de projets justement pour pouvoir les aider à évoluer les pratiques au sein de l'entreprise. Il y avait aussi, en fait, d'autres éléments. C'était la possibilité d'être davantage proactif comme promoteur, notamment pour, comme je disais, côté stationnement, il y avait la réglementation de la ville ne permettait pas de réussir à avoir un projet comme celui qu'ils voulaient. Fait que pour eux, c'était comment de leur côté, ils pouvaient créer des argumentaires pour pouvoir faire que les choses bougent, puis que justement, d'un côté des réglementaires, qu'ils puissent finir pour avoir un projet qui avait du sens, puis qui allait justement dans la réduction des espaces dédiés au stationnement. Sinon, il y avait aussi la nécessité, comme promoteur, de se questionner, justement, dans le processus de conception pour eux. Là, il y avait, comme je disais, il y avait déjà l'architecte choisi, mais au fur et à mesure qu'on présentait les différents ateliers, on s'est rendu compte que peut-être que il y avait un processus qui devait être fait, pas juste avec un architecte, mais de s'asseoir tous dans la table, de faire plus vers la conception intégrée. Bref, tous ces questionnements au sein de l'entreprise que cet accompagnement a aidé un peu à évoluer. Et aussi, la possibilité d'aller chercher des ressources à l'extérieur pour bonifier les projets, ça c'était un élément aussi qui était très intéressant pour eux, là. Notamment en gestion de l'eau, où par exemple, quand on a présenté les plans d'aménagement de l'autre projet, pour eux, c'était comme OK, mais là, ça veut dire qu'il faut aller chercher, ce n'est pas un architecte seulement qui va pouvoir réussir à faire ça. Si on veut faire des projets un peu plus bonifiés sur certains sujets plus précis, il faut aller chercher d'autres expertises. Puis il y a des ressources qui ont été présentées justement qui ont contacté eux par la suite. Puis finalement, en fait, comme je disais, la réflexion des changements climatiques, changements des pratiques au sein de la compagnie. Sinon, il y a l'autre finalement. OK, le quatrième, c'était les GRT Rive-Sud. Cet accompagnement, en fait, c'est un projet de 19 logements qui était destiné à des adultes à déficience intellectuelle légère à moyenne. Un projet qui se trouve à Mercier, la rive sud de Montréal. C'est un projet qui était porté par les groupes Chez Nous solidaires et qui était financé dans le cadre du projet Accès Logis de la SHQ et des co-investissements de la SCHL. Qui est cela imposait une réduction de 75% des émissions de GES par rapport en construction standard. Donc, il y avait déjà là, en partant un volet changement climatique qui était important. Parmi les activités, on les a aidés à approfondir et questionner des choix pour les mesures de lutte d'adaptation au changement climatique pour les GRT Rive-Sud. Et on a participé à une rencontre avec les groupes Chez Nous solidaires, justement pour les aider un peu à porter plus toutes ces questions de changement, des mesures de lutte d'adaptation au changement climatique. Puis comment c'est important aussi auprès des professionnels, de travailler tout ça avec les professionnels. Et on a fait une rencontre par la suite avec les architectes. C'était une rencontre de travail justement dans laquelle on peut poser cette question sur les aménagements paysagers extérieurs.
pour par la suite nous faire une proposition d'aménagement d'espace extérieur dans laquelle l'objectif, c'était vraiment un très petit terrain, il n'y avait pas beaucoup de choix, puis pour nous, c'était comme un volet super important, le peu d'espace qui restait, qui soit bien utilisé, puis afin de pouvoir créer des espaces agréables et qui soient bien utilisés par les résidents. Donc, parmi les choses qu'on a proposées aussi, c'était justement la gestion de l'eau quand on a travaillé sur ces plans-là. Donc, les principaux apprentissages et atouts pour cet accompagnement, c'était la prise de conscience justement la nécessité et l'importance d'un travail en conception intégrée. On a eu, en fait, quand on a voulu travailler sur les plans d'aménagement, finalement, les projets étaient comme trop avancés. Du côté des architectes, il n'y avait pas vraiment une volonté de vouloir changer ce qui avait déjà été fait, et que c'était un peu compliqué. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait certains mesures qui doivent être pris dès du départ du projet pour réussir à les amener à la réalisation. Donc, et justement, les choix de professionnels, c'est très important aussi pour que ces mesures finissent pour être appliquées et réalisées. Après, il y a les conseils pour intégrer des mesures dans les budgets de projet, même quand ces budgets n'est pas prévu. En fait, quand les mesures ne sont pas prévues dans les budgets initialement, là, comment est-ce qu'on essayait on les aider et voir quelles sont les façons dans lesquelles ils peuvent arriver à les intégrer pour arriver à la mise en œuvre de ces projets-là. Et que ce ne soit pas la première chose dans les budgets qui montent de côté parce que le budget, on n'arrive pas, fait qu'on enlève tous les volets des mesures de changement climatique. Non, il y a plusieurs façons puis des outils aussi pour pouvoir arriver. Et il y avait aussi un nouveau axe de travail comme la gestion des eaux durables. Pour eux, c'était nouveau. Et ça, c'était super intéressant pour eux quand on a travaillé, parmi les experts qu'on a amenés avec lesquels on échangeait, mais pour eux, c'était comme une porte, une ouverture vers quelque chose, d'aller chercher des experts, puis pas dépendre juste des professionnels qui ont choisi, mais non, il y a d'autres experts qui peuvent aller chercher. Puis, bon, l'échange entre pairs dans la table. Ça, c'était aussi très, très intéressant. Je pense, en général, pour tous les accompagnements, c'était un volet que tous ils ont vraiment aimé, là, d'échanger avec les autres promoteurs, puis voir de quelle façon ils avaient travaillé. Chacun, il y avait des méthodes qu'ils avaient développées ou comment arriver à certaines choses qu'ils n'avaient pas vues. Fait que c'était vraiment une belle dynamique. On pourra en parler plus tard, en effet. Ouais. Oui. Finalement, les derniers accompagnements, c'était avec les groupes Interloge. Eux, il y avait un projet de 150 logements locatifs abordables qui était destiné à une population de 55 ans et plus. Ce projet se trouve à Montréal, plus précisément à Pointe-aux-Trembles. Et pour eux, le financement, c'était financement en fonds propres aussi. Parmi les activités qu'on a réalisées avec eux, c'était des recommandations de méthodologie de travail et comment adapter aussi l'adaptation du projet pour une meilleure acceptabilité sociale. Pour eux, c'était quand même un volet qui était très important. Il y avait eu je pense, des problèmes d'acceptabilité sociale avec ces projets-là. On a beaucoup travaillé ces volets-là avec eux. On a fait aussi des rencontres, discussions avec les architectes pour mieux définir les objectifs liés en lutte et adaptation au changement climatique. Une rencontre qui était vraiment productive, que ça a aidé beaucoup. Les architectes ont vraiment apprécié, puis ils ont tout de suite amené tout cet échange-là sur la table à décembre pour essayer d'améliorer leurs propositions pour le projet. Cela dit, ces projets-là étaient quand même, il permettait, versus l'autre du GRT Sud, était très avancé. Ici, là, il était un état dans lequel ça permettait justement d'avoir cet échange et encore changer, améliorer sans avoir trop d'impact sur les budgets ou le niveau d'avancement des plans.
Et finalement, on a travaillé avec eux sur l'intégration d'un stationnement semi-enfoui au cœur d'îlots et la révision de l'implantation des bâtiments, la voirie sur les sites, donc les entrées de stationnement, l'entrée charretier, par où c'est vraiment, on a fait une proposition, une ou deux propositions en fait sur les implantations de bâtiments pour voir comment ça pouvait améliorer tout l'espace extérieur et optimiser. Parmi les apprentissages avec eux qu'il y en a eu, c'était le développement des nouvelles mesures de lutte d'adaptation au changement climatique. En fait, eux, ils ont quand même des promoteurs qui étaient quand même déjà sensibilisés, mais comme pour eux, la gestion des eaux pluviales, ce n'était pas un volet qui avait travaillé, fait que c'était vraiment intéressant pour eux de connaître davantage puis savoir comment est-ce que c'était une mesure qui pouvait intégrer dans leur projet. Donc, acquisition de nouvelles connaissances parmi c'est dans l'étape de développement qu'on a réalisé, qu'on va parler tantôt. Pour eux, c'était super intéressant. C'était toutes des informations nouvelles qui ont bien apprécié. Ils ont, à partir de l'accompagnement, ils ont quand même une volonté de travailler un processus de conception intégrée. C'est quelque chose qui les intéressait, mais bon, au fur et à mesure de l'accompagnement, ils ont dit oui, définitivement, on veut creuser plus, on peut voir comment est-ce qu'on peut travailler plus en conception intégrée. L'élargissement de réseaux professionnels, encore une fois, comme les autres, puis l'implication des architectes qui était super important dans cette démarche de lutte et adaptation au changement climatique. Donc, pour eux, les architectes qui étaient ouverts, c'était quand même des architectes qui voulaient aller de l'avant, fait que c'était vraiment intéressant. Puis, on a vu comment cette dynamique avec eux, ça a amené à aller plus loin. Jean-Philippe, je pense que je te laisse la parole pour cette partie. Ah oui, je peux la prendre. Puis, oui. Tu veux-tu le faire? Ça va? Voilà. Okay. Je peux continuer, en fait. Oui. Donc, comme dit, on a réalisé des tables de développeurs, donc dans lesquelles on avait toujours un invité. C'était sur différentes thématiques, dans lesquelles on est allé chercher des experts de cette thématique qui pouvaient venir et nous présenter un peu soit un projet, soit leur expérience sur les sujets, pour après avoir une période de dialogue avec eux dans lequel il y avait, les promoteurs étaient invités à poser toutes les questions sur les sujets, des choses qu'eux, ils voulaient savoir pourquoi ou quoi. Donc, c'était vraiment des tables vraiment enrichissantes, autant pour nous que pour les promoteurs. Ils ont bien apprécié ça. Et il y en a eu 5 tables. Les thématiques sont, la première, c'était changement climatique anticipé au Québec et les liens avec les bâtiments. Dans la table 2, c'était la maîtrise des coûts pour les projets immobiliers qui intègrent des mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique. Donc, ça, c'était un sujet qui était très demandé. En fait, on a quand même posé la question avant de faire les choix des tables. On regardait avec eux quelles étaient les thématiques qui pouvaient les intéresser plus, là, évidemment, afin d'aller amener le plus possible des sujets qui les intéressaient, qui pouvaient tout de suite avoir un impact sur leur projet. La table 3, c'était l'acceptabilité sociale des projets immobiliers durables et résilients. La 4, sur la gestion durable des eaux de pluie et lutte contre les îlots de chaleur. Et finalement, la 5e, que c'était un retour des expériences des gestionnaires du bâtiment d'habitation sur les mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique. Et puis, je pense, oui, c'est ça. Après ça, mais il y avait les volets, on a parlé des 3 volets, les volets outils, puis c'est un outil, en présentant les différents accompagnements, on a souvent dit la grille, que c'est un élément, c'est cette grille-là que nous, on a développée, dans lequel on a vraiment identifié 7 grands volets, qui, parmi ces volets-là, il y avait différentes mesures dans lesquels qui pouvaient être appliqués dans les projets. Puis, l'objectif initial de cette grille-là, c'était pour nous de nous guider, savoir vers où
s'en aller dans les accompagnements. Donc, c'est une grille qu'on a montée puis qu'on a envoyée aux promoteurs, dans lequel eux, ils pouvaient choisir, c'est une mesure qu'on connaît déjà, qu'on applique déjà. C'est une mesure que ça nous intéresse appliquer, qu'on ne connaît pas beaucoup, donc on aimerait approfondir, ou c'est une mesure que simplement, ça ne nous intéresse pas de toucher pour nos projets. Donc, comme ça, on savait vers où voulaient s'en aller les différents promoteurs, et à partir de ça, justement, on travaillait tous les ateliers, les tables de développeurs et autres. Puis aussi, par la suite, c'est un outil qu'on utilisait quand on a fait, par exemple, dans les accompagnements, on les aidait à choisir quel professionnel, ou par exemple avec Biophilia, on a pris cette grille-là, nous aider justement à guider justement les choix de quels architectes répondaient mieux aux besoins pour pouvoir atteindre les objectifs de ces mesures-là en lutte d'adaptation au changement climatique. Donc, vraiment, un outil qui a servi beaucoup puis qu'on aimerait encore plus travailler puis détailler là, parce qu'on a trouvé vraiment outil. Il y a l'autre outil, c'était une plateforme web dans laquelle l'objectif, ce n'était pas juste rester avec 100 accompagnements seulement, mais aller au-delà de ces 5 promoteurs et qu'en même temps, ça devient un site web référence pour les promoteurs qui ont la volonté d'appliquer des mesures ou qui ont une volonté d'améliorer leur pratique pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Donc, juste rapido, il y a 5 stratégies qui sont là, dans lesquelles il y a des argumentaires un peu, des chiffres, des différentes stratégies, donc qui peuvent aider un peu à monter les promoteurs des argumentaires. Il y a un volet études des cas dans lequel on est allé chercher des exemples, vraiment beaucoup des exemples québécois. Puis il y a aussi, il y avait un blog dans lequel on mettait toujours soit des articles ou d'actualité, des sujets d'intérêt, tout afin de vraiment garder les mondes, les promoteurs informés avec ce qui se passe. Par exemple, si on savait qu'il allait y avoir des événements ou des choses comme ça, souvent on les affiche ici. Donc, c'est vraiment, comme je disais, l'objectif, c'est de créer un site de référence pour les promoteurs en termes de lutte d'adaptation au changement climatique. Merci énormément, Michel. Puis, à la fin du projet, finalement, on voulait aussi mettre en valeur les accompagnements qu'on avait mis en place avec nos développeurs, mais aussi mettre en valeur leurs projets, puis les personnes pour faire en sorte qu'ils puissent devenir un peu les ambassadeurs, finalement, de ce type de projet-là au Québec pour qu'on puisse montrer que c'est possible, finalement. Donc, on a mis en place là, carrément une série de portraits parce que, on le sait, là, des projets comme ça prend du temps à développer, puis on voulait avoir des mesures, en fait, un livrable très concret là, pour juste vraiment montrer ce qui était possible de faire lorsqu'on accompagne des développeurs immobiliers concrètement au Québec. Donc, rapidement, je vais vous faire un bref retour sur les portraits qu'on a faits, là, qui sont d'ailleurs disponibles à la fois sur la plateforme web de Construire avec le climat, mais aussi sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, je crois, de Vivre en Ville. Donc, pour Steve et Olivier Groslot, l'accompagnement, ça leur a permis de réfléchir à leur projet en dehors du bâtiment. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti, ce qui ressortait du portrait. Pour Vincent Lénès et Dominique Rodier, c'était vraiment le choix des professionnels qui est vraiment ressorti, à savoir
ils ont réussi à s'entourer de professionnels qui partagent leurs objectifs, mais aussi leurs valeurs en termes de projet. Pour Chantelle L'Heureux, c'était vraiment de créer, en fait, d'intégrer les différentes mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique dans un processus de gestion de projet. Donc, elle était vraiment dans les premiers balbutiements là, de gestion de projet de ce type-là. Donc, c'était comment jouer justement avec les différentes cases de son fichier Excel pour pouvoir garder ces éléments-là au cœur du projet, puis que la vision puisse perdurer tout le long du projet immobilier. Pour Louis-Philippe Mire, c'était vraiment de créer une vision globale des mesures possibles, comme Michel a dit. Dans le fond, c'était un organisme qui fait beaucoup de logement social déjà à Montréal, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, qui intègre vraiment tous les types de mesures de lutte et d'adaptation au changement climatique. Donc, ça permettait d'avoir vraiment un portrait global de tout ce qui était possible de faire. Puis pour l'utile, c'était vraiment l'échange d'informations entre les pairs, surtout à travers la table des développeurs qui a été vraiment un élément super important de leur part. Puis d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, mais ça a même créé des liens entre les développeurs pour peut-être même faire des projets ensemble à l'avenir. Donc, je voulais juste finir un peu sur la série de portraits. Puis, pour la suite, chez Vivre en Ville, super important. Ensuite, on va prendre quelques questions, mais je voulais absolument le communiquer. Pour la suite, Vivre en Ville, justement, on va continuer à faire vivre le partenariat qu'on a avec ces développeurs-là à travers d'autres projets chez nous à Vivre en Ville. Donc, on les a impliqués en ce moment dans la communauté de pratique qui est en ce moment principalement constitué de municipalités dans un projet que l'on a en ce moment avec les municipalités à travers le Québec. Donc, le rôle des développeurs est surtout à titre d'invités dans ce projet-là. Donc, pour le moment, ils vont participer au comité de suivi. Puis nous, notre but, justement, c'est de garder le plus possible le dialogue entre ces développeurs-là et les différents enjeux des municipalités et que les municipalités soient au courant justement des enjeux des développeurs. Donc, ça, c'est vraiment notre but, mais pour le moment, là, on n'a pas de projet pour continuer le construire avec le climat. Donc, nous, on souhaite vraiment que ces développeurs-là puissent continuer à agir dans le débat, puis qu'on puisse continuer à travailler avec eux, puis qu'ils puissent devenir des ambassadeurs du changement de pratique dans leur milieu. Puis pour y arriver, il faut nous continuer à les encadrer, à les outiller concrètement, puis peut-être de continuer à créer des espaces d'échange, parce que ça, c'est ressorti énormément dans le premier projet Construire avec le climat, là, à la fin du projet. C'est la fameuse table des développeurs. Là. Donc, continuer à faire en sorte qu'ils puissent échanger entre eux sur les mesures concrètes qui ont pu être intégrées dans leurs différents projets. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça pourrait se transformer en programme de mentorat ou dans une communauté de pratique peut-être plus élargie ou à plus grande échelle. Donc, merci de votre attention. Je sais qu'on a un bon 10 minutes, je pense, pour des questions. On a déjà quelques-unes sur le chat. Je ne sais pas, Tamari, si tu voulais t'occuper de nous les lire, nous les envoyer ou on leur répond directement. Oui, je vais poser les questions tout haut. Donc, oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe et Michel. Vraiment, j'ai trouvé particulièrement intéressant, entre autres, le fait que vous avez parlé non seulement des aspects techniques, mais du processus avec lequel vous avez accompagné ces développeurs-là, puis des apprentissages qui en sont ressortis. C'est des choses qu'on ne trouverait pas sur un site Web, par exemple. Non. Donc, en parlant du site Web, on va mettre tout à l'heure le lien dans le chat pour que les gens puissent aller les consulter. Vous allez pouvoir y trouver, là, entre autres, les différentes stratégies qui ont été mises en application dans les projets qui vous ont été présentés. Donc, c'est ça. Je voulais aussi vous remercier parce que c'est vraiment intéressant d'entendre le vocabulaire que vous utilisez pour parler d'adaptation au changement climatique avec les développeurs. C'est un vocabulaire différent de celui qu'on utilise en santé publique, par exemple. Fait que ça peut nous être utile aussi dans notre travail quand on s'adresse à des gens de ce milieu professionnel. Donc, maintenant, on va passer à la période de questions. Il y avait des questions au début plus techniques, là, entre autres de la part de quelqu'un qui avait manqué le début et qui voulait savoir si ça allait être enregistré. Oui, ça va être enregistré. Le lien va être envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est ça. Il y avait quelqu'un aussi qui voulait savoir si vous étiez prêt à partager la présentation PowerPoint que vous avez. Oui, bien sûr.
Pouvez-vous la mettre dans le chat tout à Oui, l'heure? oui. On peut mettre le PDF. Je ne sais pas si on peut le partager directement dans le chat. Oui, à côté de la petite fenêtre où on Ah entre les oui. messages, là, il y a un petit icône de feuille de papier. Je pense que c'est pour mettre les Ah oui, pièces jointes. parfait. Vous pouvez Super. vérifier. Je vais le mettre là à l'instant. On peut continuer. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, d'autres questions? Un instant. Au niveau de l'acceptabilité sociale des habitants et des voisins, avez-vous de la rétroaction de la part des différents développeurs? Est-ce qu'ils l'ont mesuré? C'est une très bonne question au niveau de l'acceptabilité sociale. Il y a eu une table de développeurs qui a porté directement là-dessus, comme Michel l'a mentionné. En fait, chez Vivre en Ville, on n'a pas hésité en fait à faire participer l'expertise de d'autres projets qu'on a chez Vivre en Ville. Donc, c'était Catherine Boisclair qui s'occupe du projet Oui dans ma cour, finalement, qui s'occupe directement de l'acceptabilité sociale des projets en densification au Québec, qui est venu partager finalement son expertise en termes d'acceptabilité sociale. On n'a pas de rétroaction directement sur les projets parce que la plupart des projets ne sont pas réalisés encore. Là, donc, on était vraiment très en amont des projets qu'on accompagnait. Mais on le sait qu'il y a des démarches pour certains types de projets pour aller de l'avant au-delà du processus normal des différentes municipalités dans lesquelles ils s'impliquent, pour pouvoir intégrer les différents types de populations, mais aussi, on sait que c'est des développeurs qui ont déjà des réflexes assez grands aussi, surtout pour l'utile, par exemple, qu'il y a une population qui est très spécifique, soit la population étudiante, vont travailler avec énormément de sondages, mais aussi de consultation de la population dans lesquelles elles vont s'intégrer parce qu'ils sont financés souvent par les associations étudiantes, donc sondage, consultation, etc. Ça, c'est des éléments qui sont vraiment bien intégrés pour certains types de développeurs, un petit peu moins avec certains autres. Donc, c'est pour ça qu'on essayait justement de leur inculquer certains éléments à ce point-là. Donc, je réponds de manière très générale, là, mais... Merci beaucoup, Jean-Philippe. Une autre question. Est-ce que dans le développement des habitations, la réduction de l'empreinte carbone des futurs habitants était prise en compte? Isolation, pompe à chaleur, réduction de la surface habitable, ainsi que le choix des matériaux de construction. Exemple, nature du béton choisi. Oui, évidemment, c'est un des sujets, je pense quand on parle d'efficacité énergétique du bâtiment, c'est ça qu'eux, ils connaissent ou qui c'est comme pour eux, ça, la mesure principale. Donc, avec certains promoteurs, on est allé vraiment dans le détail et on a travaillé avec eux justement sur ça. Puis comme il y a un accompagnement que je vous ai parlé, qu'on a eu un atelier sur les choix de matériaux, justement, l'objectif, c'est de faire un peu un bilan. On a fait avec eux l'exercice d'un tableau dans lequel on disait, OK, quand tu dois faire un choix, OK, je ne peux pas mettre toutes des matériaux justement qui sont plus sont dispendieux pour arriver à atteindre mon budget. À ce moment-là, comment faire les choix? Donc, on mettait par exemple la distance, comme je disais, là, du transport du bâtiment, aussi la source de ces matériaux. Donc, OK, comme le béton, par exemple, versus d'autres matériaux, pour qu'ils puissent avoir vraiment une comparaison qui a du sens. Ce n'était pas juste parce que ça coûte plus cher ou moins cher, oui, mais il y a plein d'autres éléments qui font ça, qu'on doit considérer quand on fait un choix de matériaux. Donc ça, on l'a travaillé avec certains. Ça varie, ce n'est pas avec tous parce que ça dépendait beaucoup du niveau, dans quel niveau étaient les projets. Donc, il y avait des promoteurs qui n'étaient vraiment pas rendus là dans les projets. OK, merci. On voit que les outils que vous avez développés génèrent beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous pouvez partager cet outil d'aide à la décision avec nous? Est-ce que la grille est ou va être mise sur la plateforme web? Je ne sais pas exactement de quel des outils on fait référence. Moi, j'avais noté qu'il y avait une grille pour le choix des architectes, puis une grille aussi, non, un guide pour le choix des matériaux. Les principaux... Ah, tu veux y aller, Michel? Vas-y. OK. La grille, en fait, l'outil, la grille d'analyse des projets avec les différentes mesures en ce moment, c'est vraiment une version bêta qu'on a développée à travers le projet. Donc, elle n'est pas rendue publique en ce moment parce
n'est pas complète selon nous encore là, pour pouvoir. Mais le but éventuellement, ça serait de pouvoir aller chercher un financement X ou de développer un nouveau projet pour pouvoir aller encore plus loin dans cette grille-là, puis pouvoir la rendre disponible là, pour toutes les municipalités au Québec, pour faire en sorte qu'on puisse vraiment faire un suivi des différentes mesures d'adaptation au changement climatique et de lutte pour que, par exemple, une municipalité puisse dire, bon, ben, OK, quel genre de mesures vous voudriez mettre dans votre projet? Puis vice-versa, le promoteur pourrait faire l'exercice aussi. Donc, c'est comme une espèce d'outil de dialogue en format Excel, là, mais en ce moment, l'outil n'est pas prêt à la diffusion. On l'a vraiment développé à travers le projet, à travers nos accompagnements, mais il faudrait lui donner encore quelques tours de roue pour qu'il puisse être satisfaisant de notre côté. OK. Ouais. Merci. Une autre question, comment ces nouvelles connaissances pourraient-elles être intégrées au code du bâtiment et partagées comme bonnes pratiques? Donc, encore là, comment on peut généraliser ces bonnes pratiques? C'est une bonne question. Au niveau du code du bâtiment, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Tu sais, le code du bâtiment est en révision en ce moment. Donc, c'est un sujet peut-être qui dépasse un peu là, moi mes connaissances parce que c'est très spécifique, mais je ne sais pas, Michel, si tu voulais rajouter d'autres éléments. Mais en fait, non, c'est difficile. C'est une bonne question. Puis ça serait vraiment le fond qui puisse être refléter certains éléments. Je pense que c'est beaucoup, par exemple, je pense actuellement, c'est qui ont changé ou qui va changer dans les codes du bâtiment. Ça va être au niveau, justement, isolation, cette performance du bâtiment. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que ça va au-delà de ça, c'est travailler, déjà la localisation du projet, ça va être où c'est déjà un impact majeur, numéro un, ou le travail du site comme tel, là, tout ce qu'on peut faire dans tout l'espace extérieur. Quand on parle, par exemple, côté stationnement, je ne sais pas, dans le cas du bâtiment, c'est certains éléments comme ça qui pourraient être intégrés au code, qui un peu aller au-delà du bâtiment comme tel, mais je ne sais pas à quel point c'est des éléments qu'on pourrait ou non travailler là-dessus. Ça serait plutôt des choses complémentaires au code du bâtiment. C'est vraiment un bon élément de réponse que tu amènes, Michel. Je pense qu'en effet, ce qui est intéressant, nous, avec notre grille, puis c'était ça la réflexion qu'on essayait d'avoir avec nos développeurs, c'est de sortir finalement de la fameuse performance énergétique de nos bâtiments. C'est un élément énormément important, mais je pense qu'en plus de ça, il faut aller plus loin, à la fois au niveau du bâtiment, mais aussi à tout ce qui entoure le bâtiment. Donc, c'était vraiment ça c'était un des objectifs qu'on avait, là, nous, de notre côté, d'aller explorer autre chose que la simple performance énergétique qui est beaucoup, beaucoup mise de l'avant, mais finalement, qui ne prend pas en compte toute l'empreinte écologique à la fois du bâtiment, mais aussi de son implantation, de sa localisation, puis de tous les effets externes que ça peut créer à la fois au niveau de l'utilisation de la voiture s'il est mal localisé, etc. J'avais une dernière question peut-être, parce que là, l'heure avance. Oui. Quels facteurs ont convaincu les promoteurs de se prêter au jeu de votre projet? Quels bénéfices ont-ils vus? Quelles facettes ont été plus difficiles à travailler avec eux? C'est une super bonne question. Les gros avantages que ces développeurs-là ont eu à venir travailler avec nous, là, c'est de pouvoir partager leurs bons coups et leurs mauvais coups, en fait, ensemble et avec d'autres experts. Ça, c'est revenu beaucoup, beaucoup dans le post-mortem du projet. Puis c'est pour ça qu'on aimerait ça pousser encore plus loin. Là. Les développeurs ont été convaincus par notre projet parce qu'ils voient que le train s'en vient, là, finalement, qu'ils vont devoir mettre en place des projets de bâtiments, de logements qui vont intégrer des mesures de lutte au changement climatique. Ils savent que ça s'en vient, qu'ils vont devoir en mettre de plus en plus, mais ils ne savent pas nécessairement comment, puis ils veulent avoir des exemples
concret, mais en plus d'exemples concrets, pas nécessairement juste sur une plateforme web, mais ils veulent être capables d'échanger de développeur à développeur, à savoir, bon, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça rentre dans ton budget ou dans ton fichier Excel pour que ça fitte? Donc, de permettre ce réseautage-là, ça va être c'est ça qui les a amenés, puis c'est une des grandes clés de construire avec le climat. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup. Je vois vraiment que votre projet a suscité beaucoup d'intérêt. Il y a quelqu'un qui dit « J'espère que vous trouverez les ressources pour finir l'élaboration de la grille d'aide à la décision parce que cela est très intéressant et va certainement pouvoir aider beaucoup de municipalités particuliers et entrepreneurs qui commencent à se poser ce type de questions. » J'invite aussi les participants à aller voir un peu dans le chat. Il y a une couple de ressources qui ont été nommées par d'autres participants, entre autres le guide du ministère de la Santé et des Services sociaux, publié en 2017, qui s'appelle « Changement climatique, vulnérabilité et adaptation des immeubles », des exemples de stratégies et de mesures d'adaptation qui visent à la fois les projets de construction neuve, de rénovation et d'entretien des immeubles. La personne disait que plusieurs de ces éléments-là devraient aussi se retrouver sur le site de Construire avec le climat, peut-être. Puis il demandait s'il y avait d'autres sources d'informations pertinentes. Il y a quelqu'un qui a mentionné aussi le guide de conception des stationnements éco-responsables. Donc, mais bon, je pense qu'on va devoir clore ça là, étant donné l'heure. Mélanie aussi a mis un autre lien. On ne va pas tout de suite fermer là, le Zoom, donc vous pourrez prendre le temps d'aller cliquer sur les différents liens. Mais quand même, en attendant, je voulais vous remercier grandement d'avoir accepté de nous présenter ce webinaire-là qui était tellement intéressant puis j'espère va inspirer beaucoup de promoteurs immobiliers. Puis j'espère vraiment aussi que vous allez trouver les ressources nécessaires pour finaliser le fameux guide là, et que ça puisse servir au plus de gens possible. Donc, je rappelle à tout le monde que vous pouvez consulter la plateforme Internet du projet en cliquant sur le lien qui a été mis quelque part plus haut aussi dans le chat. Et je remercie tous les participants d'avoir participé. Vous allez bientôt recevoir par courriel un lien qui va envoyer vers l'enregistrement du webinaire, comme je le disais plus tôt, mais aussi vers un questionnaire de sondage. Vous serez vraiment très reconnaissant si vous pouviez lui répondre pour qu'on puisse améliorer les futurs webinaires. On va aussi prochainement faire circuler la programmation complète de nos webinaires sur les changements climatiques et la santé là, qui va s'étaler jusqu'à début juin 2022. Et on va vous encourager donc à relayer non seulement l'enregistrement de ce webinaire, mais aussi la programmation complète auprès là, de votre réseau de contacts. Donc, merci encore, Jean-Philippe et Michel. Et à la prochaine. Merci, ça fait plaisir. Beaucoup.